Bonjour Jérôme Glès. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation. Alors tu es conseiller de Paris Europe Écologie Les Verts, tu es aussi co-animateur du Big Bang qui a publié son manifeste la semaine dernière aux éditions Arcane 17. On va y revenir, mais d'abord on va parler des Verts. En ce moment, les nouveaux maires élus en juin, notamment de Bordeaux et de Lyon, sont au cœur de polémiques qui n'en sont même pas en vrai. Ici, on en parle parce que le maire de Bordeaux ne voudrait pas de sapin de Noël parce qu'il s'agit d'un arbre mort. Là, genre une autre polémique parce qu'on aurait dit que le Tour de France était un événement sexiste et polluant. En vérité, on a réduit lapidairement les prises de position des uns et des autres pour les rendre caricaturales. Mais au fond, est-ce qu'il y a un problème avec ces nouveaux maires élus et de quel ordre il est? Est-ce que c'est un problème de communication maladroite? Alors là, on est tout à fait dans la politique spectaculaire. Ça veut dire que sur des longs entretiens, donc que ce soit le maire de Lyon qui fait un entretien dans le progrès de Lyon ou qui doit durer à peu près une demi-heure, donc on reprend une phrase sur le Tour de France, que ce soit la conférence de presse, pareil, du maire de Bordeaux, où il donne plein de mesures et donc il a dit l'arbre mort, ce qui est exact, c'est le sapin d'un arbre mort, sans dire qu'il était contre Noël. Donc à partir de ça, donc, on fait du buzz. Voilà, ça c'est la politique d'aujourd'hui, c'est que la politique n'est que de la communication et donc on va prendre que des éléments sans essayer de comprendre l'ensemble des mesures. Les deux mesures, si on prend l'exemple des pays scandinaves, l'arbre de Noël, c'est un vrai arbre dans les pays scandinaves. Il n'y aura jamais d'événement comme le Tour de France avec sa caravane de voitures. Enfin voilà, c'est d'abord, on dit que c'est un ode au vélo, mais le Tour de France, c'est d'abord la caravane publicitaire avec donc les centaines de voitures qui sont derrière. Donc tout ce qui a été dit est tout à fait vrai. Mais on préfère faire du buzz plutôt que de regarder l'ensemble de ce qui a été dit, avec des positions en plus qui ont été assez unanimes, parce que ça a commencé, on prend le cas du Tour de France, ça a commencé par Rennes, puis après ça a été Poitiers, puis après ça a été le maire de Lyon. Et on n'a pas pris les propos de la maire de Poitiers parce qu'il n'y avait pas de... C'était beaucoup plus malin du point de vue de la communication politique, mais elle disait la même chose. Donc voilà, la réalité, et notamment elle a dit quelque chose qui était peut-être un peu plus subtil, qui a énervé les autres journalistes, et qu'elle a dit: moi, c'est la dernière fois que je prends le Tour de France des hommes, la prochaine étape, ce sera pour les femmes, avec le retour du Tour de France féminin. Voilà, donc ça répond au machisme du Tour de France en ne prenant que le Tour de France féminin. Alors politiquement, je comprends l'intérêt de dire des choses comme ça sur le Tour de France ou sur les arbres de Noël, mais est-ce qu'il n'y a pas un problème stratégique en fait à attaquer des événements comme le Tour de France aussi populaire ou des choses aussi populaires que le sapin de Noël? Parce que le problème, c'est qu'en ce moment, on sent qu'il y a un peu un risque de déconnexion entre Europe Écologie Les Verts et, on va dire, le populaire. On l'a vu aux élections européenne, Europe Écologie Les Verts a fait des bons scores dans les centres-villes, dans les métropoles. Et là, évidemment, vos adversaires politiques, ils vont dire: ah bah voilà, regardez, c'est les bobos des villes, ils en ont rien à foutre du Tour de France alors que c'est un des événements sportifs les plus populaires. L'arbre de Noël, c'est très populaire, ils en ont aussi rien à foutre, ils veulent nous le supprimer, etc. Est-ce qu'il n'y a pas un risque de déconnexion en fait entre le populaire et Europe Écologie Les Verts? Le risque de déconnexion, c'est sûr que si ces événements-là médiatisés deviennent une fin en soi. Je pense pour les maires, j'en ai pas discuté directement avec eux, mais bien sûr ils ne sont pas contents du buzz négatif qui est derrière. Il ne faut pas croire que les maires se sont contents d'un seul coup. Ça y est, je fais la une de l'actualité. Je pense que chaque fois ils n'y ont pas pensé, parce que dans l'article de l'entretien du Progrès de Lyon, généralement donc on sait que c'est toujours dissocié le titre du contenu. Et comme en plus on n'a pas accès au contenu de l'article parce qu'on n'a que le titre parce qu'il faut être abonné, donc on ne voit pas ce que dit Grégory Doucet par rapport au Tour de France. Et ce qu'il dit, tout justement, il répond à ces questions-là. Tout justement, il a tout à fait conscience, lui, qu'il ne faut pas se couper du peuple, des classes populaires, mais il dit la vérité. La vérité, c'est d'ailleurs le Tour de France est beaucoup moins populaire qu'il ne l'était. Moi, je me rappelle quand j'étais adolescent, pas adolescent, quand j'étais petit, avec mon père, on allait au Tourmalet en voiture, se lever très tôt. Aujourd'hui, c'est moins populaire que ce ne l'était parce qu'il y a d'autres éléments dont on ne parle pas. Qu'est-ce qui a tué le Tour de France? C'est d'abord le dopage. On sait qu'aujourd'hui, donc, c'est pas une course qui est juste, c'est une course où les gens sont dopés. Et ça, on n'en parle plus. C'est-à-dire que, pareil, c'est quand même moins le cas maintenant qu'à l'époque. C'est toujours le cas. Non. Le dopage change avec le temps. Il y a toujours un taux de mortalité, une espérance de vie chez les coureurs de cyclistes qui est beaucoup plus basse que la moyenne. C'est une réalité. Voilà, donc on a toujours en retard. De toute façon,
la veille est toujours en retard sur le scientifique qui dope les gens. Donc c'est ça aussi, ça fait partie de la réalité et ça on l'oublie aussi. Alors, il y a une autre question qui agite beaucoup les sphères écologistes, c'est la question de la 5G. Des élus de gauche et écologistes demandent un moratoire sur son déploiement. Comment est-ce que toi, tu te situes par rapport à ça? Est-ce que tu es contre aussi, comme beaucoup d'écologistes? Et surtout, comment est-ce que tu réponds à tes opposants politiques qui te disent que tu es, enfin, si jamais tu es contre la 5G, qui te disent que tu es contre le progrès? Oui, bien sûr. Les écologistes ont toujours été ceux qui ont critiqué le progrès. Le progrès n'est pas une fin en soi, mais être contre le progrès, ça veut dire qu'aussi on part d'une base scientifique. Ce que les gens ne disent pas, c'est pourquoi on est contre certains types de progrès. Et la 5G n'est pas le progrès. Le 5G, c'est la technologie, le capitalisme qui porte ces techniques-là. Ce qu'on sait aujourd'hui, c'est que la 5G, il y a un élément qui déjà donc, rend la 5G tout à fait inopérante d'un point de vue écologiste, c'est la quantité d'énergie qu'il faut pour générer, pour utiliser la 5G. Même en Chine, ils sont obligés de l'éteindre la nuit parce que ça consomme trop d'énergie. Donc la réalité, c'est que si on veut avoir une neutralité carbone, si on va attaquer donc être cohérent avec les enjeux climatiques, on ne peut pas utiliser la 5G. Il faudrait passer à d'autres technologies qui sont moins consommatrices d'énergie. Donc ce qui fait peur aux gens par rapport donc à la 5G, c'est le fait que les communicants leur a dit donc vous ne pourrez pas accéder donc voir des films et tout ça. La question, il faut revoir les usages aussi par rapport à ça. Et que comme on a l'habitude aujourd'hui donc à profiter de technologies qui consomment beaucoup, parce que la question énergétique n'est pas inclue dans le domaine des technologies, donc les développeurs donc, ne tiennent pas en compte la question énergétique. Mais si on mettait ça dans le cahier des charges donc, de réduire l'empreinte carbone et l'empreinte énergétique, on aurait des technologies qui permettraient à la fois donc, de pouvoir avoir son téléphone portable, ce qu'on appelle donc des technologies low cost ou de la low tech. Aujourd'hui, il fallait vers la low tech, c'est ça le truc important. C'est pas contre la technologie, c'est contre ce type de technologie. Alors j'ai une question un peu bête, mais si l'ensemble des pays de l'Union européenne, voire le monde entier passe à la 5G et que la France ne passe pas à la 5G, est-ce que ça va pas poser un problème? Déjà, le premier qui a posé les problèmes, c'est pas pour toutes ces raisons-là, c'est Donald Trump. C'est des questions donc géopolitiques. Donc voilà, il y a plein d'éléments qui font qu'il y a une convergence contre la 5G qui ne sont pas pour des questions écologiques. Et d'ailleurs, peut-être que celui qui va faire bloquer tout ça, ça va être Donald Trump en faisant pression sur les Européens. Donc, le sujet est un peu plus complexe que uniquement la question des ondes, la question de l'énergie. C'est avant tout donc aussi une question donc, de qui va dominer l'espace. Il y a tout le débat de la privatisation de l'espace qu'il y a la 5G, qu'il ne faut pas oublier. Donc voilà, oui, il faut repolitiser ce débat et poser les bonnes questions. Et notamment la question du moratoire, qui n'est quand même pas le truc le plus révolutionnaire qui existe quand même dans les propositions politiques. C'est aussi qu'on prenne le temps de débattre sur ces sujets-là. Et donc j'ai lu la position d'EDS sur la 5G. Elle n'est pas très éloignée de celle des écologistes, hein, et aussi sont sur le moratoire. On ne peut pas dire que quelqu'un comme Villani soit technophobe. Alors à Paris, la majorité donc socialiste, communiste et écologiste à laquelle tu appartiens a sacrément tangué depuis le mois de juillet, là, à partir du premier conseil de Paris, à cause de la nomination de Christophe Girard comme adjoint à la culture. On ne va pas revenir sur toute l'histoire, mais le problème c'était donc ces liens, les liens de Christophe Girard avec l'écrivain pédocriminel, c'est ce qu'il écrit dans ses livres et dit dans ses interviews, hein, mais il n'a jamais été jugé pour ça, l'écrivain pédocriminel Gabriel Matzneff. Là-dessus, il y a deux conseillères de Paris, Alice Coffin et Raphaël Rémy Leleu, Europe Écologie Les Verts, qui décident de monter au créneau et qui organisent une manif devant l'hôtel de ville après que la maire ait refusé de nommer un autre adjoint quand elles ont commencé à faire part de leur mécontentement à l'égard de Christophe Girard. Alors dans la manif, il y avait il y avait écrit des pancartes avec écrit « Bienvenue à Pédoland », ce qui a passiblement énervé l'exécutif. Exécutif qui a continué à défendre son adjoint avant que celui-ci ne finisse par démissionner. Alors aujourd'hui, la majorité de l'extérieur semble toujours assez fracturée et parce qu'il y aurait donc deux cultures politiques qui s'affrontent. D'un côté, les militants, en l'espèce les militantes activistes qui débordent un peu du cadre strictement institutionnel, et en face les habitués du pouvoir, en l'espèce l'exécutif socialiste qui gère ses affaires voilà, assis dans des bureaux. Où est-ce qu'on en est exactement de cette fracture? Est-ce que vous, les Verts, vous faites encore partie de la majorité de la maire de Paris à part entière? Alors déjà, petit correctif, c'est pas Alice et Raphaël qui ont décidé, c'est le groupe écologiste a décidé donc
de protester contre la nomination de Christophe Girard. Elles ont été plus visibles et plus actives, mais avec le soutien de l'ensemble du groupe. Le groupe a délibéré collectivement sur la décision. Après, il y a pu y avoir un désaccord sur les modalités d'action, mais il y a eu unanimité de l'ensemble du groupe par rapport en soutien. Donc ce n'est pas les deux, c'est l'ensemble du groupe. Et si Anne Hidalgo, elle a des soucis, ce n'est pas avec ses deux copines, mais avec l'ensemble du groupe. Donc ça, c'est le premier élément. Deuxième élément sur le activisme, donc le suractivisme de ces deux copines. Les écologistes ont fait pur. Sylvain Garel a éteint la flamme olympique pour les Jeux olympiques à Pékin. Ce qui a posé quand même des problèmes d'un ordre beaucoup plus gravissime en termes de relations avec la Chine, que là, qui est uniquement quelque chose qui a pu poser beaucoup de problèmes. Mais quand on reprend toute la séquence, et notamment le fait que la démission de Christophe Girard n'a rien à voir avec cette manifestation, c'est parce qu'on avait trouvé des éléments de preuve avant la manifestation disant que donc il a menti, parce qu'on peut dire que Christophe Girard a menti, notamment sur une question que je lui ai posée directement devant témoin avec Emmanuel Grégoire sur le fait, est-ce que Christophe Girard, tu n'as eu aucune relation avec Matzef au nom de la ville de Paris entre 2001 et 2020, c'est-à-dire qu'on remonte jusqu'à 2001 quand il est maire adjoint à la culture, et je rappelle que Christophe Girard était élu maire adjoint grâce aux écologistes, il était élu en 2001 sur la liste des écologistes. Donc voilà, donc nous on a participé à son arrivée et il y a des choses qu'on a appris qu'on ne savait pas du tout. Donc voilà, donc il faut revoir les choses. Donc il n'y a pas de cas Raphaël, de cas Alice. Par contre, c'est vrai que... Est-ce qu'il y a un choc des cultures politiques, non? Il n'y a pas un choc de culture. Moi j'ai déjà été arrêté parce que j'ai fauché des OGM. Oui, mais ça n'arrive pas par exemple dans les rangs des socialistes. On en trouve moins. Mais ce choc des cultures n'est pas nouveau. Le choc de culture, c'est entre les écologistes et la social-démocratie de manière générale. C'est sûr qu'on ne les a jamais vus bloquer, donc Notre-Dame-des-Landes, ils n'étaient pas là. Par contre, à la fin, si les écologistes, dont j'ai fait partie, n'étaient pas présents pour bloquer des chantiers, Notre-Dame-des-Landes aurait construit. Donc c'est clair qu'on a des divergences en termes d'action, mais ce n'est pas spécifique à Alice et Raphaël. Aujourd'hui, on veut les enfermer dans une sorte de piège en disant « Ah, vous en avez fait trop ». Non, elles n'en ont pas fait trop. Elles ont fait ce que d'autres ont fait dans le passé. Mais du coup, est-ce que, je reformule la question que je t'ai posée tout à l'heure, mais à l'envers, est-ce que Anne Hidalgo, elle vous considère dans la majorité? Est-ce que, déjà, tu n'as pas répondu à la question, est-ce que toi, tu te considères dans la majorité aujourd'hui de Anne Hidalgo? Et l'inverse, est-ce que Anne Hidalgo, tu penses qu'elle vous considère aujourd'hui dans la majorité? Depuis l'article du New York Times, on peut considérer que les choses se sont renversées. C'est-à-dire d'un seul coup, ah, l'affaire est plus grave que ce qu'on pensait. Donc c'est eux qui ont fait une erreur depuis le départ. Moi j'aurais rappelé... Mais ils l'ont reconnu? Face à vous, ils l'ont reconnu? Ils ne l'ont pas reconnu encore totalement. Ils l'ont reconnu dans leur attitude à notre égard. Mais on verra à la fin de la séquence. Si toutes les copines récupèrent les postes qu'on leur a enlevés, enfin pas que les copines, il y en a d'autres aussi qui ont été sanctionnés. C'est-à-dire on leur a supprimé des postes à Alice Coffin et Raphaël Rémy? Mais pas que. Même notre présidente Fatoumata Koné, on lui a enlevé son poste à la SEM La Tour Eiffel. Ce qui est totalement dégueulasse, elle n'était pas présente. Donc voilà, il y a eu des représailles qui sont tout à fait anormales. Et comme je l'ai dit dans Le Parisien, on a voulu apaiser, on n'a pas fait recours au tribunal administratif en disant que, parce que là c'est un faux en écriture. C'est-à-dire qu'on a passé sur du typex certains noms et on a remplacé par d'autres noms. C'est très grave d'un point de vue juridique de faire des faux en écriture sur des documents administratifs. Une délibération, après, elle est soumise au préfet qui ce qu'on appelle le contrôle de légalité. Donc on peut considérer qu'il y a un doute parce que donc on a changé un nom. Est-ce que les gens étaient au courant? Enfin, on aurait pu aller très très loin par rapport à ça. On n'est pas allé parce qu'on pensait qu'à un moment il fallait apaiser les choses, mais on reste convaincu et ferme sur notre attitude. Et ce qui est problématique, on dit ce nouvel activisme aussi. Je rappellerai qu'en 2001, on avait un autre élu qui était en difficulté donc, judiciaire, c'était Le Guen, c'était le moins d'affaires de l'AMNEF. Il n'est pas devenu maire adjoint de Delanoë. C'est-à-dire qu'à l'époque, eh bien, il y avait une phase, donc on attendait que la séquence juridique se termine. On aurait pu attendre que la séquence Matzef se termine, de savoir si à la fin Christophe Girard est concerné ou non par Matzef, donc à la fin du procès. Voilà. Il suffisait tout justement d'attendre sans que chacun se fasse justice en disant il est coupable ou pas. On va laisser la justice aller jusqu'au bout. Mais en attendant, en tant que politique, on ne prend pas de risque, on suspend toute relation avec Christophe Girard.
Vu tout ce que tu es en train de raconter, on voit que le problème est loin d'être terminé. Est-ce que ce serait possible que le groupe écologiste lâche la majorité? Ah, mais c'est toujours possible. D'ailleurs, ce que avec Emmanuel Grégoire, on avait eu une discussion entre nous au téléphone et il avait paniqué un moment, donc je rends des choses publiques, qu'on appelle un accident industriel. À tout moment, un accident peut arriver. Mais l'accident, il vient de la fait qu'ils n'ont pas su gérer leurs problèmes en interne les socialistes. Nous, après, on n'a pas su gérer la manifestation, c'est un fait, mais c'est moins grave que ce qui a suscité cette manif-là. J'ai une dernière question, Jérôme Glaise. Jeudi dernier, tu as lancé avec beaucoup d'autres, je l'ai dit, le manifeste du Big Bang, que vous avez appelé le manifeste du temps des communs aux éditions Arcane 17. C'est une série de propositions numérotées, classées par thème. En vrai, ça ressemble assez à un programme. Manifeste. Oui, mais ça ressemble assez à un programme. Il y a des propositions parfois assez précises. Du jour, déjà, qu'est-ce que c'est pour toi la différence entre un manifeste et un programme? Et est-ce que tu penses que les partis et les mouvements de la gauche et de l'écologie vont s'en saisir et dire bon bah voilà, on a la colonne vertébrale, maintenant il n'y a plus qu'à choisir le candidat ou la candidate commun? Un manifeste, déjà, ça s'inclut dans une temporalité très particulière. Et les modalités d'écriture sont aussi très particulières, c'est-à-dire que c'est pas une tribune, c'est vraiment un moment où des personnes d'origines différentes décident de se mettre autour de la table pour faire une synthèse à un moment daté, donc le moment des communs, la période des communs, donc pour dire qu'est-ce qu'il faudrait faire aujourd'hui. Donc déjà ce contexte est très important. Après la modalité d'écriture est très importante, et d'ailleurs pour nous, après c'est encore à décider, pour nous c'est le point de départ, c'est pas un point d'arrivée, c'est-à-dire que maintenant on met ça sur la table et il faut discuter et il faut passer à la phase programme, parce que la phase programme c'est quand même une phase beaucoup plus précise, c'est-à-dire qu'à un moment concrètement c'est comment on met en œuvre un programme, comment on met en œuvre donc les lois qui vont derrière, les décrets, qui va gérer tout ça. Enfin, le programme c'est quand même l'étape supérieure, mais là c'est important à un moment parce que par exemple j'étais aux universités d'été de l'AFI dans le débat stratégique. On a des désaccords. Il n'y a pas que de savoir qui va être candidat en 2022. Quand le Parti communiste et que GDS disent la question de la crise écologique n'est pas la question centrale, il y a un désaccord. Et que dans le même Besançon, dans le même truc, parle de la singularité de la crise écologique par rapport à d'autres crises. Voilà, donc il y a des choses où le constat n'est pas partagé. Donc déjà c'est important dans le manifeste de faire ce constat et puis après donc de décliner les points importants. Merci beaucoup Jérôme Glaise. Merci pour vous.